chaque année de rue, il faudra une année de travail. On ne sort pas de la rue comme ça. Et la problématique, c'est qu'il y a un moment où l'ensemble des acteurs, les échecs sans cesse communiqués, des fois abandonnés parce qu'on n'a plus essayé d'autres solutions. Et donc, il manque quand même quelquefois, un droit au recommencement et à l'échec. On nous dit, vous avez un destin, un an, soit vous êtes psychiatrisable et ça vous plaît, soit vous avez vous avez l'avenir devant vous et c'est vous qui pouvez choisir si vous saisissez votre avenir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'être séparées de leurs enfants, comme moi j'ai été. Parce que la rue abîme, la rue est destructrice. Cette personne m'a sauvé la vie parce que j'étais complètement phagocytée dans le système psychiatrique. Je ne voyais que ça, je ne voyais plus que par ça. Et je croyais que j'étais finie, que j'étais demeurée et finie. Et que j'allais demeurer finie. Comment cibler sans stigmatiser? C'est une question qui est très ancienne, mais aussi ça nous met en face de l'existence de doubles standards, puisque alors que pour tout citoyen lambda, il serait évident que ce type d'information est de l'ordre des données personnelles, dès lors qu'on cible une population qui est celle-ci, celle des sans domicile fixe, qui n'est pas une population, qui est une catégorie administrative, c'est important de le rappeler aussi, eh bien, c'est comme si un double standard d'éthique se mettait en place et que les questions éthiques posées pour tout un chacun ne se posaient plus. Ce qui renvoie aussi à l'ambivalence de l'attention portée à ce qu'en santé publique on appelle des cibles. La notion de cible, ça a une généalogie militaire aussi, hein. Donc des cibles de la santé publique avec toute l'ambivalence qui est-ce qu'il s'agit de protéger ou de justement s'occuper d'une population ou d'une cible particulière, ou est-ce qu'il s'agit de protéger la population dite générale des maladies qu'elle pourrait charrier? La santé, c'est la manière dont le social, la société s'incarne dans des corps. Et on serait passé de sociétés où s'exerçaient des violences corporelles à des sociétés où la manière dont la violence sociale s'exerce, c'est par les disparités avec lesquelles les personnes font face à la maladie et à la mort, selon justement leurs origines sociales, etc. Donc la maladie, c'est l'incorporation des inégalités sociales. C'est-à-dire que dans toutes les traditions religieuses, d'ailleurs, on assiste à des guérisons miraculeuses. Tous les grands prophètes sont aussi des guérisseurs. Le pouvoir de guérir a à voir avec le sacré. Et d'ailleurs, le terme de santé, eh bien, en grec et en latin, il renvoie au terme de salut. Et pour certains anthropologues, la santé, c'est une des nouvelles religions que nous avons dans nos sociétés d'accès aux voies du salut. Par exemple, du glissement de normes religieuses aux normes sanitaires. Si on prend l'exemple de l'alimentation, ce qu'était le bien manger auparavant, qui était dicté par le religieux, est aujourd'hui dicté par les expressions de bonne graisse et de mauvaise graisse s'entendent médicalement. On a des alicaments, des yaourts au bifidus actif, etc. Enfin, il y a tout un glissement de normes du religieux au sanitaire. La santé soit trop importante pour être laissée aux mains des seuls médecins et qu'il est vraiment essentiel aussi de se rendre compte à quel point la notion de soin, elle implique la reconnaissance de tout un tas d'acteurs. Qui sont allés à l'hôpital et qui reviennent et qui me disent « j'ai rien compris ». Parce que le médecin n'a pas fait l'effort de traduire en langage un peu plus vulgarisé. Parce qu'on leur a parlé de procédure. Parce qu'on leur a parlé, on a dit qu'elle avait un utérus gravide, au lieu de lui dire qu'elle était enceinte, histoire vraie. Madame, vous avez un utérus gravide, la dame elle est arrivée affolée, c'est quoi? Ben, moi je ne savais pas, donc je suis allée voir le médecin, c'est quoi? Ben, elle est enceinte, ah bon, ok, tout va bien. En plus elle le voulait, c'est parfait.
Donc je pense qu'il faut être innovant et je pense que le secteur social doit arriver à se positionner autrement pour aller vers... Les documents pour l'aide médicale État, on sait qu'à l'origine c'est des documents qui s'adressent à des étrangers. Je veux bien dire, et c'est vrai, je veux bien dire que le français est la langue de la République. Mais quand il y a un étranger sur le territoire français qui veut faire un truc, pourquoi ne pas faire des documents qui soient accessibles, des documents, des CERFA qui soient accessibles dans la langue d'origine? Ils ont une médiation évidente avec des personnes, lorsqu'ils communiquent avec elles, ils savent de quoi ils parlent, et il y a une relation de confiance aussi qui s'instaure beaucoup plus facilement. Je rebondis sur... Donc il y a eu, excusez-moi, une formation, oui, c'est une formation diplômante, un médiateur de santé pair. Okay. Et ça permet aussi pour, des fois, quand on a quelqu'un qui arrive dans un CADA ou qui n'a aucune demande, ou dans un centre d'accueil de jour qui n'a aucune demande, mais il y a peut-être aussi un problème de confiance qui est difficile à instaurer, qui serait plus évident en fait face à une personne qui a vécu la même chose que la personne en question. Donc, Je me demande juste sur la population générale, qui d'entre nous a un parcours de soins super linéaire, intègre la notion de prévention, consulte quand il a pas mal, juste pour savoir si tout va bien. Voilà, on demande à des personnes qui cumulent les difficultés de faire des choses qu'on est, à mon avis, bien qu'il n'y ait pas d'études et que je ne puisse pas l'objectiver, pas fichu de faire nous-mêmes. Des propositions innovantes. C'est vrai qu'on fonctionne beaucoup sur l'individuel. Il y a des choses sur le collectif qui passent beaucoup mieux. Quelqu'un qui ne va pas demander dans un groupe finalement d'entendre « Ah tiens, il y a ça ». Bon, finalement, il va s'approprier beaucoup plus l'information qu'en duel, dans un entretien, dans un bureau hyper conventionnel. C'est peut-être ce genre de choses qu'il faut développer, mais aussi peut-être notamment à l'hôpital. Je ne sais pas comment, mais... Je pense que c'est là où on doit trouver des solutions. La question, c'est comment est-ce que ces accueils de jour aussi peuvent avoir des moyens suffisants pour, au-delà de la fonction d'accueil, au-delà de la fonction d'accueil qui est très importante, c'est le premier accueil, etc., que la personne se pose, bon, on connaît l'histoire, mais au-delà de ça, essayer de travailler plus loin que cette notion de demande explicite de la personne. Ils ne sont pas seulement privés de logement, comme on pourrait le croire, parce que si c'était seulement une question de logement, finalement la prison serait un excellent endroit pour être. Ce dont ils sont privés et dont nous bénéficions tous sans même nous en rendre compte, c'est d'une alternance entre l'espace privé et l'espace public. C'est-à-dire qu'en permanence, ils sont comme enfermés dehors, surexposés. Chacun d'entre nous, je pense en général, dispose au moins de 3 espaces. Un espace pour l'intimité, un espace intime, un espace privé et un espace public. Pour ce qui est des SDF, on voit que, donc enfermés dehors, avec tout leur équipement quand ils en ont, ces 3 espaces sont réduits à leur corps propre, à leur seul corps, qui, équipement compris, devient un corps assez volumineux et, comme le disait l'anthropologue Yannick Jaffray, encombrant et encombré. L'espace public, c'est un contenant entièrement doué de sens, qui est formé par la vie sociale et qui forme la vie sociale. C'est une dialectique permanente. Je dirais que cette façon de ne pas laisser de place à quelqu'un, c'est aussi une façon de lui dire qu'il a raison de n'avoir aucune estime de lui-même. Et pour revenir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, dans l'accès aux soins, il y a une des conditions minimum qui est l'estime de soi. Si on n'a aucune estime pour soi-même, on ne va pas aller se soigner ni demander des soins. Vous allez dans tous les pays d'Europe, il n'y a plus de lits d'hospitalisation de psychiatrie. On est le seul pays européen à avoir des centres hospitaliers psychiatriques avec des chambres comme ça. Donc c'est sûr que si on fait un 360 autour de nous, on se demande si ça va durer longtemps et si à un moment donné, la prise en charge qu'on va devoir avoir ne va pas être autre que celle qu'on a pu connaître pendant des années. Et je pense qu'il faut réinventer quelque chose, mais que c'est vraiment un problème politique. Et qu'à un moment donné, en problème politique, il y a le cahier de doléances et il y a un boulot qui s'appelle être politique.
On n'a plus aucun problème parce qu'on a des psychiatres dans la rue et qu'un psychiatre qui parle à un psychiatre, c'est plus simple qu'un infirmier qui parle à un psychiatre ou un travailleur social qui parle à un psychiatre. Vous évoquez la notion de père. Pour moi, je pense que c'est vraiment très important parce que c'est ce père peut-être qui va être un peu l'intermédiaire entre le travailleur social et les services psychiatriques, mais il faut accompagner la personne, il faut être dans cette relation de confiance. Et aujourd'hui, voilà, on demande qu'elle se présente, qu'elle prenne rendez-vous, qu'elle vienne. Si la psychiatrie va pas au devant des personnes, si elle va pas en soutien aux travailleurs sociaux, je pense qu'on ne va pas avancer. C'est vraiment un changement de mentalité, de posture. Les travailleurs sociaux sont en train de changer leur posture, mais je pense qu'au niveau de la psychiatrie, il y a aussi besoin de changer de posture. Et là, on est sur un projet, justement, à partir de janvier. Justement, je comptais venir après, justement, démarcher un petit peu auprès de tous les acteurs qui luttent dans le champ de la pauvreté pour vous expliquer un petit peu l'idée que nous avons. En équipe pluridisciplinaire, on a un médecin. On est en train de voir avec le CMP de Cavaillon s'ils sont partie prenante ou pas, donc on doit les contacter, mais ça va se faire de médecin à médecin, parce que là aussi, qu'on le veuille ou non, il faut parler le même sens. Et quand c'est un confrère médecin, ben, il y a des portes qui s'ouvrent plus facilement. Je pense qu'en matière de stratégie de communication, c'est aussi important. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une équipe pluridisciplinaire qui puisse se ventiler dans tous les territoires du Vaucluse et aller dans les villages les plus reculés. Parce que la problématique des sans-abri, dans la ruralité, elle est très prégnante. Et les moyens sont très faibles. Donc comment, avec toutes les petites communes, les associations, les acteurs de la ville, etc., on se réunit pour pouvoir essayer de lutter en ce sens. C'est une grande problématique. Et donc on essaie petit à petit par l'innovation, par des ateliers, par du lien, et ça marche. C'est une initiative qui est née, et je l'ai dit ce matin, qui est née du fait que nous sommes devenus des exécutants. Ces états généraux ne dépendront que de ce que nous en ferons. On a deux pistes. La première piste, c'est avoir une logique revendicative avec des cahiers de doléances, c'est ça, des états généraux, dans laquelle on retrouve tous les acteurs et même les élus s'ils le souhaitent. Deuxième question, la question c'est est-ce qu'on peut faire mouvement et porter des projets en mouvement? Alors c'est nécessairement des projets alternatifs. Quels sont les projets que nous pouvons porter nous, en tant qu'experts, autour des besoins que nous avons identifiés, autour des détresses que nous avons vues, en disant, il y a ça qui se passe. Place à l'utopie, bordel.